Et si je vous disais qu'un seul instant a tout changé dans ma compréhension de la vie, de la mort et de Hollywood? J'ai toujours été attiré par les lumières éclatantes et les grandes promesses. En grandissant, je regardais mes étoiles préférées sur le grand écran et je me convainquais que je découvrirais la même magie si je m'en approchais. J'ai déménagé à Los Angeles avec une valise pleine d'ambition, à la poursuite de rêves qui semblaient toujours hors de portée. Pendant des années, je suis resté à la périphérie du succès. De petits rôles ici, des connexions qui ne se matérialisaient jamais là. À un certain niveau, je savais que je cherchais la validation dans un monde qui prospérait sur des illusions. Pourtant, je continuais de courir vers cette lueur vacillante, croyant que la prochaine audition ou le prochain scénario pourrait être ma grande chance. Pourtant, rien de ce que j'avais rencontré ne pouvait me préparer à ce qui allait se passer lors d'une nuit orageuse de janvier 2023. La pluie tombait en torrent ce soir-là. C'était le genre de pluie qui vous fait sursauter à chaque coup de tonnerre. Les nuages, si bas qu'ils semblaient étouffer l'horizon. Je me souviens de la pression sur le volant, ressentant la frustration d'une longue journée qui offrait plus de portes fermées que de portes ouvertes. Mon téléphone vibrait sans cesse avec des messages vagues de l'industrie. Impasse, annulation de dernière minute, la chaîne habituelle de promesses vides. D'une manière ou d'une autre, cette nuit-là semblait différente. Les rues de la ville étaient glissantes sous l'eau et presque vides, comme si tout le monde avait eu le bon sens de rester chez soi. J'ai jeté un œil à l'heure, 22h32, juste avant que mon monde ne s'effondre. Un instant, j'étais sur l'autoroute. L'instant suivant, ma voiture a dérapé hors de contrôle. Mes pneus ont perdu leur adhérence et j'ai freiné sans aucune réponse. Tout s'est passé trop vite. Le métal s'est heurté au béton. Un fracas assourdissant résonnant dans mes oreilles avant que tout ne devienne silencieux. Je ne me souviens pas du moment précis où mon cœur s'est arrêté, mais je me rappelle de cette étrange sensation de flottement. C'était comme si je survolais mon corps, observant le métal tordu et le verre brisé de loin. Je pouvais encore entendre le bruit des débris, mais il semblait étrangement étouffé, comme un film diffusé dans une autre pièce. Étrangement, je n'avais pas peur. La peur parcourait mon corps, mais il y avait aussi un calme bizarre qui s'installait, comme si j'étais plus un observateur qu'une victime. Le temps s'étirait et se déformait. Chaque détail, mes respirations tremblantes, l'odeur de pneus brûlés, le parfum lourd de la pluie, devenaient douloureusement vifs. Je savais que j'étais en grave danger, je ne le ressentais tout simplement pas comme je m'y serais attendu. Dans cet instant suspendu, j'ai entrevu la vie que je menais, les auditions sans fin, les sourires forcés, la lutte implacable pour prouver ma valeur. Tout cela me semblait soudainement superficiel, comme si j'avais passé des années à soutenir une façade qui pourrait s'effondrer avec une seule rafale de vent. Une sorte d'obscurité s'est écroulée autour de moi. C'était comme si quelqu'un avait éteint les lumières dans ma tête. Et je me suis envolé. Je n'ai pas le rapport médical sous les yeux, mais j'ai appris plus tard que j'étais cliniquement mort pendant environ 3 minutes. C'est un court instant sur l'horloge, mais c'était assez long pour que ma vision du monde change complètement. Au lieu d'un vide dévastateur, j'ai vécu quelque chose que je ne peux décrire que comme une transition, une douce attraction qui me guidait plus profondément dans un espace sans frontières claires. Je n'avais aucune notion de corps physique, pourtant ma conscience était plus aiguisée que jamais. Mes pensées sont passées de la panique brute à une curiosité paisible. Des visages familiaux défilaient devant moi. Je pensais aux mains de ma mère tressant mes cheveux quand j'étais petite, et combien je n'avais jamais pris le temps d'apprécier de si simples actes d'amour. Je me rappelais des mots distants mais encourageants de mon père lorsque j'ai annoncé que je déménageais à Elle. Ah, dans cette brume entre les deux, ces souvenirs semblaient désespérément précieux. Puis est venue la lumière. Ce n'était pas un faisceau agressif ou quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. C'était chaud, réconfortant et étrangement familier, comme si j'avais connu cette lumière toute ma vie sans m'en rendre compte. Il y avait une attraction vers elle, douce, invitante. Je me suis laissé emporter, me soumettant à une force qui semblait profondément aimante. C'est alors que j'ai remarqué une silhouette dans la radiance. Je ne pouvais pas distinguer un visage, mais je sentais une immense gentillesse émaner de ce qui se tenait là. Au lieu de parler en mots, cela communiquait par vagues d'émotion et de compréhension. J'ai réalisé que j'étais dans un royaume où le temps et le langage ne s'appliquaient pas de manière habituelle. Un afflux d'images a défilé en moi. Des scènes qui semblaient au début aléatoires. Un enfant jouant sur une plage, une famille se réconfortant après une inondation, une première hollywoodienne scintillante. Je me sentais enveloppé par un irrésistible sentiment d'empathie. Chaque image éveillait une résonance profonde
qui me faisait voir la vie comme une tapisserie d'histoires interconnectées. C'est alors que j'ai compris que je voyais plus que de simples instantanés aléatoires. Ces images étaient liées par un thème central, le pouvoir de la narration et comment elle façonne nos émotions collectives, surtout dans les moments de crise. Je me suis mis à penser à Hollywood, cet endroit même que j'avais passé des années idolâtré et à poursuivre avec ressentiment. La Silhouette m'a fait comprendre qu'Hollywood n'était pas seulement un centre de divertissement, c'était un puissant amplificateur de la pensée et de l'émotion humaine. Tout à coup, j'ai vu des catastrophes naturelles se dérouler sur un écran dans mon esprit. Il y avait des ouragans, des incendies de forêt, des tremblements de terre, certains que je reconnaissais d'images d'actualité, d'autres qui semblaient être des événements futurs. L'intensité de ces catastrophes m'a surprise. Puis, j'ai vu comment ces événements étaient décrits dans des films, des émissions de télévision et des diffusions d'actualité. J'ai observé comment les récits étaient tissés, comment les histoires racontées à des millions de téléspectateurs à travers le monde façonnaient non seulement leur peur, mais aussi leur sentiment d'espoir ou de désespoir. J'étais à la fois émerveillé et sceptique. L'industrie cinématographique pouvait-elle vraiment influencer notre perception des catastrophes réelles? Comme si mes doutes étaient détectés, la Silhouette me montra une sorte de carte énergétique, avec des lignes lumineuses reliant les pensées, les émotions et les réactions des gens. Chaque fois qu'un grand blockbuster représentait des événements catastrophiques, les répercussions émotionnelles voyageaient à travers ces lignes, touchant bien plus que les simples recettes au box-office. C'était comme si les histoires que nous racontons pouvaient résonner dans notre réalité, renforçant des cycles de peur ou déclenchant des vagues de compassion collective. Je sentais ma poitrine se serrer, aux prises avec la possibilité que ce que je considérais autrefois comme un simple divertissement puisse en fait façonner notre psyché collective. Alors que j'absorbais encore cela, une autre couche de la vision se dessina, l'interaction secrète entre des dirigeants des médias influents et certaines narrations, spécialement durant des catastrophes réelles. Je me souviens d'une image troublante d'un tremblement de terre frappant la côte ouest, des bâtiments effondrés, des routes fissurées, un sentiment de panique généralisé. La date qui me traversa l'esprit laissait entendre mars d'une année indéterminée. Je ne savais pas s'il s'agissait d'une vision de quelque chose d'imminent ou d'un symbole de notre fragilité. Pourtant, sa clarté m'ébranla. Ce potentiel désastre, quel que soit son calendrier, semblait être un avertissement sur à quel point nos histoires et nos réalités pourraient être entrelacées. Des émotions me traversaient, de la peur face à l'ampleur de ce que je voyais, mais aussi un profond sentiment de responsabilité. Dans cet espace, je réalisais que j'avais tant chassé la célébrité et la reconnaissance que je n'avais jamais envisagé comment les histoires que nous racontons peuvent influencer notre réponse collective aux épreuves réelles. La Silhouette irradiait une assurance comme pour me dire « Vous en faites partie et vous pouvez l'influencer ». Pendant un moment, mon cynisme remonta à la surface. J'étais juste un acteur-écrivain en difficulté qui avait du mal à décrocher un emploi stable, sans parler de changer des paradigmes culturels. Mais la chaleur qui m'entourait était si certaine, si réconfortante, que mes doutes commencèrent à s'effondrer. Peut-être que chacun d'entre nous, à sa manière, peut contribuer à une approche plus consciente de la narration. Peut-être que le véritable pouvoir réside dans la compréhension du poids de ce que nous créons et consommons. Cette prise de conscience s'enfonça profondément en moi. Mon cœur, qui s'était arrêté de façon tangible, se sentait maintenant ressuscité par un nouveau but. Comprendre comment les récits façonnent nos perceptions et, en retour, nos actions. Lorsque je repris enfin connaissance, j'étais dans un lit d'hôpital. Le bip des moniteurs et l'odeur antiseptique du désinfectant avaient remplacé le calme surnaturel que j'avais ressenti. Mon corps me faisait souffrir de façon que je n'aurais jamais cru possible. J'avais des fractures au bras gauche, des côtes contusionnées et une terrible commotion cérébrale. Mais le personnel médical disait que j'avais incroyablement de la chance. Il ne pouvait pas expliquer comment j'avais survécu à l'impact qui avait failli aplatir ma voiture. Mes yeux se sont remplis de larmes, non seulement de douleur, mais aussi de l'émerveillement d'être en vie. Tout le monde autour de moi, infirmières, médecins, quelques amis inquiets, semblaient soulagés, mais personne n'avait la moindre idée du tremblement intérieur qui se produisait en moi. J'étais allongé là, repassant la vision, le guide et les révélations dans ma tête, essayant de reconstituer ce que j'étais censé faire ensuite. Au cours de ma convalescence, je me suis retrouvé étrangement détaché du tumulte de l'industrie qui m'avait autrefois consumé.
Les scénarios qui arrivaient dans ma boîte de réception semblaient soudain vides s'ils n'avaient pas de véritable profondeur, se contentant d'un choc facile. Je passais des heures à réfléchir à la manière d'utiliser ma voix, d'une manière qui honore les leçons profondes que j'avais tirées du bord de la mort. C'était plus grand que moi. Il s'agissait d'un écosystème entier de conteurs, de spectateurs et des effets émotionnels qui nous lient tous. J'ai réalisé que chaque réplique, chaque scène et chaque titre sensationnaliste avait le pouvoir d'élever ou de détruire. J'ai commencé à remettre en question mes motivations d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Était-ce complice de perpétuer des récits superficiels? Pourrais-je plaider en faveur d'une authenticité plus profonde sans sacrifier la créativité? Pourtant, retourner à Hollywood était intimidant. Tout semblait teinté par ma nouvelle perspective. Je me retrouvais sur un plateau ou dans une réunion et je ressentais la tension entre le commerce et l'art. Les gens en costume parlaient de ce qui se vend pendant les saisons de catastrophes, faisant référence à des événements mondiaux comme des liens pratiques pour des sorties à gros budget. J'ai trouvé cela profondément troublant. Mon expérience de mort imminente m'avait montré comment ces histoires peuvent cimenter la peur dans notre psyché collective, tout en ayant également le potentiel de favoriser l'empathie et l'unité si elles étaient traitées différemment. Mais qui étais-je pour proposer un changement? Mon palmarès était modeste au mieux, et je savais que les cyniques rejetteraient mes révélations comme une hallucination post-traumatique. Pourtant, je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais vu. Petit à petit, j'ai commencé à m'exprimer lors des réunions. J'ai proposé des projets qui offraient de l'espoir, sans ignorer les véritables luttes. J'ai insisté sur l'importance de mettre en avant le courage humain qui émerge face au désastre. Trop souvent, je ne recevais que des hochements de tête polis et des changements de sujet rapides. Mais je persévérais. Je me sentais obligé d'essayer d'ouvrir un dialogue sur le pouvoir que nous avons à façonner la perception du monde, que le public a des bouleversements. La négativité que je rencontrais ne faisait que renforcer ma détermination. Si la grande machine d'Hollywood était réticente à s'adapter, je trouverais mon propre chemin. Plutôt que de chercher uniquement des rôles, j'ai commencé à écrire mes propres scripts, en y injectant une dose d'authenticité inspirée par ma propre expérience. Je ne voulais pas prêcher ni les transformer en leçons morales, mais j'espérais qu'ils susciteraient une certaine introspection chez quiconque les regarderait. Au fil des semaines, je me suis également rapproché des communautés de base, des gens qui croyaient en une consommation médiatique consciente. Nous avons partagé des histoires sur la façon dont certains films ou documentaires avaient changé notre perspective sur la vie et l'adversité. Certains avaient eux-mêmes affronté des pertes ou des traumatismes, et nous avons créé des liens autour de l'idée que les récits pouvaient guider les gens vers la guérison. J'ai appris qu'au fond, les médias sont un miroir. Ils reflètent nos espoirs et nos peurs, et parfois, ils les déforment. Mais si nous tenons ce miroir d'une main ferme, nous pouvons aussi refléter des possibilités de compassion et de résilience. Ce sentiment de responsabilité pesait lourd sur moi, mais il était aussi libérateur. Pour la première fois dans ma carrière, je ne courais pas seulement après la célébrité. J'explorais comment mettre en lumière des vérités, peu importe à quel point elles pouvaient être difficiles à accepter. Dans des moments de réflexion silencieuse, je ne pouvais pas me défaire du souvenir de ce tremblement de terre prédit. Qu'il soit littéral ou métaphorique, il soulignait la fragilité de la vie et le pouvoir de l'avertissement. J'ai réalisé que le but de cette vision n'était pas simplement de me faire peur avec un avenir menaçant, c'était un rappel brutal que les désastres, qu'ils soient environnementaux ou personnels, peuvent frapper sans avertissement, mettant à l'épreuve notre empathie et notre résilience collective. J'ai commencé à parler à mes collègues de la préparation, non seulement d'un point de vue physique, mais aussi émotionnel. Comment nous préparer psychologiquement à ce qui est impensable? Comment traiter les médias qui inondent nos écrans après coup, façonnant notre peur ou alimentant notre espoir? Bien que je n'ai jamais prétendu avoir toutes les réponses, j'ai trouvé un sens à poser ces questions, inspirant les autres à être plus conscients des récits que nous absorbons. Au fur et à mesure que ma réhabilitation avançait, j'ai pris soin de m'engager directement avec des personnes qui avaient également connu des expériences proches de la mort ou qui avaient subi des bouleversements dans leur vie. Certains avaient survécu à des accidents ou à des maladies, d'autres avaient ressenti un changement profond dans leur vision du monde à travers des instants apparemment insignifiants. Dans chaque récit, je reconnaissais un fil de transformation, une profonde prise de conscience que la vie n'est pas seulement une quête pour des gains personnels. Nous sommes connectés à des niveaux que nous prenons rarement le temps de considérer. L'étincelle d'empathie qui avait été allumée lors de mon expérience de mort imminente n'a cessé de croître à chaque rencontre.
Elle m'a conduit à remettre en question à la fois la culture du storytelling superficiel et ma propre tendance à me laisser emporter par le glamour. Je ne voyais plus mon parcours comme une quête d'applaudissements. Il était devenu une invitation pour les autres à réévaluer comment nous façonnons et partageons nos peurs et nos espoirs collectifs. J'ai commencé à organiser des rencontres informelles, invitant des écrivains, des producteurs et même quelques vétérans sceptiques de l'industrie à discuter de la manière dont nous pouvions traiter les représentations de désastres naturels de manière plus responsable. Non, nous n'allions pas assainir la réalité, mais nous pouvions mettre en lumière l'esprit humain, le soutien communautaire et la résilience qui fleurit lorsque les gens s'unissent. Mon accident m'a rappelé que nous avons peu de contrôle sur le moment où la catastrophe frappe, mais nous avons en revanche le pouvoir sur la manière dont nous réagissons et comment nous dépeignons ces réponses. Certains participants étaient curieux. D'autres soutenaient que la peur se vend. Je ne voulais pas débattre. Je voulais semer des graines. Et c'est ce que j'ai fait. Session après session, conversation après conversation. Pourtant, le poids de tout ce que j'avais vu était parfois écrasant. Les jours où le vieux cynisme refaisait surface, je revenais à ce souvenir de flottement au-dessus de mon corps brisé lors de l'accident. Cette vulnérabilité brute me recentrait, m'incitant à continuer à essayer de faire évoluer le récit, même de la façon la plus infime. Je me suis rappelé la silhouette dans la lumière et la vague de chaleur qui ressemblait à un amour inconditionnel. Peut-être n'était-ce qu'une hallucination, ou peut-être était-ce un cadeau, un aperçu de quelque chose au-delà de notre compréhension quotidienne. Quoi qu'il en soit, cela m'a donné le courage de continuer à poser des questions difficiles. Et si nous arrêtions de nourrir le cycle du désespoir sensationnel? Et si nous puisions dans ce besoin plus profond de connexion et de compréhension? J'ai donc commencé à parler plus ouvertement de mon expérience, encourageant quiconque voudrait bien écouter à réfléchir à la façon dont les médias influencent leurs sentiments face aux calamités à venir. Je ne cherchais pas à accuser les gens d'avoir des habitudes de visionnage superficielles. Je voulais simplement qu'ils prennent conscience de ce qu'ils absorbent. Quand un titre annonce un ouragan ou un incendie de forêt, ce n'est pas juste une histoire pour un blockbuster d'été. Des vies réelles sont en danger et des émotions réelles sont éveillées. Si nous dramatons systématiquement la tragédie pour des clics et des ventes de billets, nous risquons de favoriser un cycle perpétuel de peur. Mais si nous regardons de plus près, nous pouvons aussi trouver des actes d'héroïsme, des quartiers qui se rassemblent, de la compassion qui rapproche les différences, des histoires qui peuvent catalyser l'espoir et la résilience. Plus je partageais, plus je remarquais que les gens se penchaient en avant, réfléchissant à leur propre relation avec les médias qu'ils consomment. J'ai réalisé que la leçon profonde de ma quasi-mort n'était pas un code secret sur des événements futurs ou une instruction pour fuir Hollywood entièrement. C'était une invitation à reconnaître que les histoires que nous nous racontons, sur écran ou hors écran, possèdent un pouvoir remarquable. Ce pouvoir peut nous mener vers des lieux sombres d'hystérie et de division, où il peut unir et guérir, selon les choix que nous faisons en façonnant et en consommant ces histoires. Une fois que j'ai pleinement accepté cette responsabilité, j'ai trouvé une étrange sensation de liberté. Je n'avais pas besoin d'être une star. Je devais juste être honnête dans mon travail et sincère dans mes intentions. Chaque jour devenait une occasion de laisser cette perception directrice façonner mes choix, que je sois en train de réécrire une scène, d'approuver un projet, ou simplement de discuter avec des amis du prochain grand film qui sortait. Maintenant, alors que je suis assis ici à réfléchir, je ressens quelque chose que je n'avais jamais vraiment ressenti auparavant. Un sens du but. Peut-être que la ville des rêves et moi étions toujours destinés à avoir cette danse compliquée, me conduisant à un point où je pouvais voir au-delà des paillettes et des illusions. Je ne suis pas ici pour démanteler l'industrie cinématographique ou réprimander tous ceux qui aiment un bon film catastrophe. Au lieu de cela, je vois mon rôle comme celui de rappeler aux autres, amis, collègues, publics, que nous créons et recréons notre réalité collective à travers les histoires que nous embrassons. Nos peurs et nos espoirs se mêlent dans ces récits, façonnant nos réponses face aux véritables défis. En ce sens, Hollywood est plus qu'un lieu. C'est un miroir qui renvoie ce que nous croyons, et parfois ce que nous n'osons pas encore croire en nous-mêmes. Je vous invite à remettre en question les récits que nous acceptons si facilement. Demandez-vous, comment ces histoires me font-elles ressentir le monde qui m'entoure? Nourrissent-elles le désespoir ou éveillent-elles le courage et l'empathie? Chacune de nous peut, à sa manière, changer son état d'esprit et encourager les créateurs à faire de même. C'est là que la véritable transformation commence. Même si cela peut sembler une goutte dans l'océan,
Ces petites ondulations comptent. Elles peuvent se transformer en vagues de changements bien plus importantes que ce que nous pourrions prédire. Si mon expérience dans ce royaume de lumière m'a appris quelque chose, c'est qu'aucun acte de compassion, aucune histoire réfléchie, n'est jamais perdue. Je suis reconnaissant que vous ayez été à mes côtés pendant ce récit, à travers la tempête, le fracas et les révélations qui ont suivi. Partager cela n'a pas été facile. Il y a une vulnérabilité à revivre ces instants où mon cœur s'est arrêté. Mais si cela peut aider même une seule personne à percevoir le pouvoir de la narration sous un nouveau jour, ou à réévaluer sa réponse aux médias en temps de crise, alors chaque moment terrifiant de cette nuit en valait la peine. J'espère que nous resterons unis dans notre engagement à être des narrateurs réfléchis et des spectateurs attentifs. Nous ne pouvons pas empêcher chaque tremblement de terre, chaque ouragan ou chaque incendie, mais nous pouvons façonner notre manière de gérer les conséquences, tant dans nos cœurs que sur nos écrans. Je continuerai à tisser ce que j'ai appris dans chaque projet que je touche, et je vous encourage à faire de même, d'une manière qui corresponde à votre vie. Continuez à poser des questions, continuez à défier le statu quo lorsqu'il s'alimente de la peur, et continuez à nourrir cette étincelle d'empathie qui nous unit. Parce qu'à la fin, il ne s'agit pas seulement de Hollywood ou de catastrophes naturelles. Il s'agit de reconnaître notre responsabilité partagée pour les histoires que nous créons et l'avenir collectif que nous imaginons. Merci de m'avoir permis de partager mon voyage. J'espère que cela éveillera quelque chose en vous aussi.